Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En vous inspirant de la petite histoire d'un grand homme, vous avez imaginé l'éclat et le secret. Le premier des Français vous a ainsi permis d'être cette semaine le premier dans le classement des audiences télé. Bonjour Jacques Santamaria. Bonjour Jacques. Alors, un triple événement, c'est-à-dire les 130 ans de la naissance de De Gaulle, les 80 ans de l'appel du 18 juin, les 50 ans de sa disparition. Résultat, une série qui a fait près de 5 millions de téléspectateurs sur France 2, ce qui n'arrive pas tous les jours. On va en reparler, et on va reparler aujourd'hui de De Gaulle, puisque vous êtes, je crois, Jacques Santamaria, un spécialiste de Gaulle. Un spécialiste, c'est beaucoup dire, mais je dirais que le général me poursuit depuis pas mal d'années maintenant, depuis mes études supérieures. C'est un personnage qui m'a intéressé au point de vue historique, mais c'est un personnage qui m'a intéressé toujours du point de vue romanesque. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'occasion s'est présentée avec à l'horizon cette année 2020, de le raconter sous un angle un peu inédit, c'est-à-dire plus intime, plus intérieur, plus personnel, je n'ai pas hésité, j'ai même pensé avec beaucoup de prétention que ça me revenait de droit. Voilà, alors on va évoquer d'abord le général à travers des dates clés, parce que c'est le principe des clés d'une vie. La première que j'ai choisie, c'est le 9 juin 1934, c'est la signature de l'achat de la boisserie, qui s'appelait avant la brasserie, je crois, Jacques Santamaria. Oui, alors l'étymologie de la boisserie, on n'est pas sûr de grand-chose, mais effectivement, on dit qu'il y avait à cet emplacement, cette maison avait servi de brasserie, était à l'origine une brasserie, ce qui dans l'Est de la France n'est pas quelque chose d'anormal. Et donc de brasserie, on aurait passé à boisserie. Et puis certains pensent aussi que boisserie, l'autre étymologie, ça vient des bois qu'il y a autour. Bon, on ne le sait pas très bien. Ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est que Charles et Yvonne de Gaulle ont voulu un chez eux très rapidement. Ouais, et surtout un chez eux qui a été une excellente affaire, car ils ont acheté en viager et 2 ans plus tard, la personne a disparu. Oui, ce qui n'est pas le cas de tous les viagers, mais ils voulaient un chez eux et le général ne voulait pas être trop loin. Est-ce qu'il pressentait tout ce qui pouvait se passer? Probablement. Je veux dire, ses dons de visionnaire se sont exercés très jeunes. Il voulait plutôt être dans l'Est, près des frontières de l'Est, estimant sans doute que le danger venait toujours de là. Et on ne peut pas dire qu'il se soit trompé d'ailleurs à ce moment-là. Et ça a été un choix militaire au départ, oui. la boisserie. La boisserie a été un choix militaire, un viager, c'est quand même très différent de Jeanne Calment. Je rappelle qu'en 1965, elle vend à 90 ans sa maison à un notaire de 47 ans, qu'elle a vécu 122 ans, que la maison a coûté aux enfants du notaire prix du triple de la valeur du prix normal. Voilà, c'est l'exemple, le contre-exemple de De Gaulle. Alors, De Gaulle aussi, la guerre, déjà dans l'enfance, à 13 ans, lorsqu'il est en vacances en Dordogne, il joue à la guerre, il joue aux soldats, Jacques Santamaria. Oui, il joue à la guerre, mais il y a quelque chose qui est encore plus fascinant, c'est que il aime le métier des armes, de même qu'il aime le métier des lettres. Et il a une sorte de double vocation. Est-ce que ce seront les armes? Est-ce que ce seront les lettres? Bon, c'est les armes qui l'ont emporté, c'est Saint-Cyr, mais il avait aussi, il s'en est jamais caché, une vocation d'écrivain. Et d'ailleurs, il a signé, je crois, une scénette en 1905 sous le pseudo de Charles de Lugal qui s'appelle Une mauvaise rencontre. C'est tout à fait ça. C'était du théâtre. Charles de Gaulle a commencé par être auteur de théâtre, mais encore une fois, il avait une telle conscience soutenue par l'amour de la patrie que lui inculquait sa mère et qu'elle lui répétait quasiment tous les jours.
il y a un tel amour de la France qu'à l'âge de 15 ans, et ça c'est hallucinant quand on y songe, à l'âge de 15 ans, il se voit, il se décrit comme général de Gaulle sauvant la France. Oui. C'est incroyable. Ça a l'air d'une blague. Non, c'est vrai. Et en même temps, il est titillé par l'écriture et il a même une vocation de l'écriture. Et il y a quelque chose qui m'a assez amusé. J'ai son petit-fils, un de ses petits-fils, Yves de Gaulle, m'a raconté que en 1969, il avait demandé à son grand-père, mais quand vous êtes-vous aperçu que vous saviez écrire? Et il s'est entendu répondre, j'ai toujours su écrire. Et d'ailleurs, il y a un poème totalement inconnu à 18 ans qui est Vroom, qu'il fait froid ce soir, comme tout est sombre, les arbres dépouillés se dressent seuls dans l'ombre. Ça a été une formule dans un jeu qui a été fait dans les années 70 et personne ne s'est douté que le général de Gaulle avait pu écrire ce poème. Oui, oui. D'ailleurs, il s'amusait de temps en temps avec certains de ses interlocuteurs dont il était assez proche. Il récitait 2-3 vers qu'il avait lui-même composés et il demandait à son interlocuteur, vous savez quel est l'auteur? Alors, généralement, l'interlocuteur était embarrassé. Non, je ne sais pas, mon général. Non, vous ne pouvez pas savoir, c'est de moi. Et je crois qu'il aimait bien taquiner certains de ses amis comme ça. Des poèmes d'amour, il en a sans doute écrit à sa petite femme chérie, Yvonne, qu'il a rencontrée grâce à des amis, je crois, Jacques Santamaria. Mais nous sommes à l'époque des rencontres qui sont arrangées. Il n'y a pas de rencontre fortuite. La rencontre entre Charles et Yvonne a été arrangée par les familles. Ça devait se passer, et ça s'est passé au cours d'un bal. Et on a fait semblant, Yvonne et Charles ont fait semblant de se découvrir, mais il était bien prévu qu'ils se rencontrent pour la première fois au cours de ce bal. Et ensemble, je crois qu'ils ont été ensuite au Palais d'Orsay voir une toile de Van Dongen, La femme en bleu. Oui. Et c'est l'année où Van Dongen a présidé le jury Miss France au Lido et a élu une jeune fille de 17 ans, Marguerite Dufresne. Oui, alors, effectivement, il y a des coïncidences assez amusantes. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'après cette rencontre et la visite de cette exposition, Yvonne, qui a 10 ans de moins que Charles, hein, elle a 20 ans, il en a 30. Et elle dit à sa sœur, ce sera lui ou personne. Donc si ce n'est pas un coup de foudre, si ce n'est pas une histoire d'amour qui commence, qu'est-ce que c'est? Oui, une histoire d'amour discrète, puisque ses enfants, je crois, n'ont surpris qu'un seul baiser en juin 40, lorsqu'ils se retrouvaient à Londres. Oui, mais ce n'est pas le genre de la maison que d'exposer des effusions et de multiplier les câlins en public, etc. Quels que soient les membres de la famille, entre Charles et Yvonne, mais même avec les enfants et les petits-enfants, il y a, je vais employer un mot gaulien, il y a de la tenue, il y a une certaine tenue. Donc les effusions, on les garde pour le privé du privé. On ne s'expose pas comme ça. D'ailleurs, Yvonne est tellement discrète que personne n'a jamais conservé un enregistrement de sa voix, Jacques Santamaria. Il y a, semble-t-il, un enregistrement quelque part où on l'entend dire 4 mots. Ah, quand même. 4 mots qui sont des mots de tous les jours. C'est quelque chose qui a été capté comme ça. Mais ça n'a aucune valeur historique. C'est simplement le son d'une voix qui est assez pure, qui est assez fraîche. Mais autrement, il est évident que, ça on le sait, que Yvonne de Gaulle, dès qu'elle voyait un micro, un appareil photo ou une caméra, non seulement se taisait, mais se refermait. Et si on sait qu'elle a visité beaucoup d'hôpitaux, de maisons de retraite, de maisons de santé, qu'elle a beaucoup contribué à l'action sociale
qui s'est déroulée sous le mandat du général, d'une manière discrète, mais dès qu'elle allait quelque part et que la presse en avait eu vent et l'attendait, elle repartait. Il était hors de question qu'on la photographie ou qu'on la filme, et encore moins qu'on l'enregistre dans ses œuvres qu'elle considérait comme quelque chose de privé et qui ne méritait pas de publicité. Voilà. Heureusement, ce n'est pas le cas avec vous, Jacques Santamaria. On va reparler du général de Gaulle et de votre série dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Santamaria. On parlera tout à l'heure de cette série sur De Gaulle que vous avez écrite avec Patrice Duhamel et qui fait un triomphe sur France 2. Et on revient à une date importante, le 22 juin 1940, date un peu méconnue finalement, Jacques Santamaria. C'est-à-dire que le 18 juin 1940 garde la vedette, puisque c'est le jour de l'appel donc, du 18 juin, le plus connu. C'est la première fois, non sans difficulté, que De Gaulle prend la parole sur les ondes de la BBC pour s'adresser aux Français. Ça n'a pas été facile, hein, dans la mesure où il n'avait qu'un seul soutien pour ça, c'était Churchill. Mais tout le cabinet britannique s'y était opposé avec une force peu commune. Oui. Et en fait, Churchill et Anthony Eden ont fait en sorte d'imposer De Gaulle le 18 juin. Bon, il fait cet appel qu'il a entendu, hormis les pêcheurs de l'île de Sein qui ont rallié De Gaulle à Londres très très rapidement, mais très peu de gens l'ont entendu. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin de l'appel du 18 juin? Il dit je m'adresserai à nouveau à vous demain à la radio. Donc le 19 juin, il recommence. Oui, mais cet appel du 18 juin, Jacques Santamaria, le premier, il n'a pas été enregistré. Et le deuxième non plus. Deuxième non plus. Voilà. Donc, mais sur la feuille, il y a écrit pas de cachet. La script a juste écrit ça, enregistrement d'un inconnu. Et cet appel, le 22 juin, on va l'écouter. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Voilà, ça c'est le début du véritable enregistrement. C'est du véritable enregistrement, mais entre le 18 et le 22, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que Pétain a demandé l'armistice et effectivement, on sait ce qui va se passer. Le 18 juin, ce n'était pas encore le cas, mais le 18 juin, il fallait continuer le combat. Mais là, il y a la demande d'armistice, donc De Gaulle peut s'en prendre d'une manière plus nette à Pétain, et il a le même problème encore que le 18 et le 19 juin. C'est que, qui c'est De Gaulle? Qui le connaît? Donc, autant le 18, le 19 que le 22, il est obligé de dire, moi, général De Gaulle, actuellement à Londres, il se présente, et avec son génie propre, il réussit à s'imposer alors qu'il est inconnu. Et les Allemands le connaissent son nom mieux que les Français, parce qu'il a été sous-secrétaire d'État à la guerre pendant 10 jours. Et puis, il va le demander à Churchill un quart d'heure à la radio à partir du lendemain à la BBC. Et c'est ainsi que naît Ici la France, qui va devenir Les Français parlent au français, avec ce générique. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Ce générique a été composé dans un taxi par Maurice Van Mopes et Jean Oberlé sur l'air de la cucaracha. Et Jacques Duchesne, qui s'appelait Michel Saint-Denis, l'a accepté. C'est devenu un refrain culte. C'est devenu un refrain culte et il faut voir qu'il a servi ce refrain puisque entre les messages qui étaient adressés à la France et notamment à la résistance intérieure, les messages codés, plus les interventions de Gaulle qui sont au nombre, entre le 18 juin 40 et le 6 juin 44, il parle 67 fois.
Oui, les autres jours, c'est Maurice Schumann qui parle à sa place. Et Maurice Schumann est un des speakers officiels qui intervient, alors lui, absolument tous les soirs, pour délivrer notamment ces messages codés qui sont, dont certains, bien entendu, sont passés à la postérité, ne serait-ce que celui qui a indiqué le débarquement. Et bien entendu, c'est tous ceux qui ont pris, et vous le savez bien, Jacques, vous êtes bien placé pour le savoir, avec Pierre Dac, tous ceux qui ont pris la parole à la radio de Londres, toutes ces voix que les Français ont entendues ont été de plus en plus nombreux à entendre au fil des années. Mais quel espoir, quelle espérance toutes ces voix ont fait naître. Oui, il faut savoir qu'en notre top 40, la France libre, c'est 7000 personnes seulement, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça va prendre 2 ans pour que vraiment on écoute la TSF. Et TSF, d'ailleurs, qui sont quelquefois interdites par les Allemands. Ils essayent de récupérer les postes. Les Français donnent un vieux poste usagé et gardent le bon. Donc les Allemands ont vite renoncé à ce genre d'expérience. Mais De Gaulle aussi est célèbre à l'époque pour ses colères, parce qu'il y a les gaullistes et les anti-gaullistes à la radio de Londres. Et puis De Gaulle qui n'est pas d'accord avec tout le monde et avec tout et qui va partir plusieurs fois. Oui, mais il y a cette chose formidable, c'est que malgré le découragement qu'il a envahi souvent, malgré le doute qu'il a envahi souvent, De Gaulle a fait, si je puis dire, comme son modèle littéraire et politique, qui est Chateaubriand. C'est-à-dire que, et De Gaulle le disait lui-même, Chateaubriand est un désespéré, mais son désespoir lui donne la force de se dresser. Et c'est ce qu'il a fait lui-même. Oui, mais le 4 juin 1944 seulement, il apprend le débarquement dans le bureau de Churchill. C'est même pas dans le bureau de Churchill, c'est dans un train, dans le train qui servait de quartier général à Churchill, et le quartier général d'Eisenhower n'était pas très très loin. Oui, il faut voir que Churchill fait revenir De Gaulle d'Alger le 4 juin pour lui dire, voilà, le débarquement a été décidé et on avait envie de le faire ce matin, mais ce n'était pas possible en raison des conditions météo. Ce sera pour demain ou après-demain. Et de Gaulle rentre dans une colère mémorable. Anthony Eden a parlé de cette colère. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que là, De Gaulle dit, vous m'avez accepté au moment où j'ai dit non à l'Allemagne, et bien là maintenant c'est à vous que je dis non. La France ne tombera pas simplement aux mains des anglo-saxons pour qu'ils en fassent leur terrain de jeu. Et résultat, le 6 juin, il a failli ne pas parler au micro de la BBC de Radio Londres. Il a refusé toute la journée jusqu'à ce que Anthony Eden lui donne les garanties qu'il serait seul dans le studio et qu'il pourrait s'adresser comme il l'entend, sans contrôle de son texte, aux Français. Mais il ne voulait pas parler en même temps que Roosevelt, que Churchill ou que d'autres chefs d'État étrangers. Et finalement, il a continué à revenir en France à partir de ce moment-là. Il devait retourner à Alger, il est revenu en France jusqu'à la libération de Paris. Oui, enfin, il est revenu. Il est revenu au mois d'août 1944. Il n'est pas revenu tout de suite. Et il a débarqué à son tour en Normandie. Il a traversé la Normandie et puis on sait que grâce à ses bonnes relations, très bonnes relations avec Eisenhower, qui dataient d'assez longtemps, il a pu faire en sorte que ce soit la deuxième DB du général Leclerc qui entre la première dans Paris. Mais Roosevelt ne le voulait pas. Les Américains voulaient contourner Paris et probablement laisser s'installer une situation dramatique à Paris où
l'insurrection menaçait d'être matée et où les gens mouraient de faim. Voilà. De Gaulle, grâce encore une fois à son amitié avec Eisenhower, a fait en sorte que Leclerc puisse rentrer dans Paris. Et De Gaulle a retrouvé Paris ensuite, quelques années plus tard. On en parle avec une autre date, le 29 mai 1958. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Santamaria. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Santamaria. On parlera tout à l'heure de ce succès qui est L'éclat et le secret sur France 2, puisqu'on verra lundi les 3 derniers épisodes. Revenons à une date importante, le 29 mai 1958, une date que De Gaulle a appelée le dernier soir d'une longue solitude. Il est chez lui à Colombey, il regarde le soleil se coucher et son destin est en marche. Oui, son destin est en marche parce que qu'est-ce qui se passe ? La guerre civile menace en France, l'Algérie est à feu et à sang. Donc là, il y a une situation absolument inextricable et un homme d'une grande sagesse, qui est le président de la République, René Coty, décide de faire appel à De Gaulle pour constituer un nouveau gouvernement, après la démission de Pfimelin, constituer un nouveau gouvernement et préparer une nouvelle constitution qui permettra d'enterrer la 4e République qui vient de faillir face aux événements et de lancer une nouvelle ère, une nouvelle époque qui puisse ramener la paix et écarter tous les dangers en France. Il y a cette formule magnifique de René Coty qui dit, dans les heures que la France vit, il a fait appel aux plus illustres des Français. Et ce 29 mai 1958, De Gaulle va rencontrer René Coty à l'Élysée. Alors, il y a une anecdote que Philippe Bouvard m'a racontée. À l'époque, il est jeune journaliste au Figaro. Il connaît René Coty et il va l'interviewer. Et Coty a décidé finalement de changer d'avis. Il ne veut plus de De Gaulle, il veut rester seul au pouvoir. Bouvard vient avec le papier au Figaro et Pierre Brisson, le directeur, dit ce papier est excellent, mais il ne se passera pas car ça déclencherait une crise en France. Et c'est comme ça que finalement, on a laissé Coty se calmer et que De Gaulle est arrivé. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que ce n'était pas une décision facile à prendre pour Coty, parce qu'il savait très bien que, à terme, même si dans un premier temps, De Gaulle s'installait à Matignon comme président du Conseil, il savait très bien qu'à terme, il s'installerait à l'Élysée et le terme serait proche compte tenu de la gravité de la situation. D'autant que un coup d'État pouvait se préparer et était même en train de se préparer avec une base arrière qui était la Corse et De Gaulle, qui était devenu un fin politique, savait très bien qu'il pouvait jouer là-dessus. Et ce que vous disiez, Jacques, Coty n'a pas, même s'il a eu un petit sursaut en disant finalement je ne veux pas m'en aller, si, il a bien compris et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à De Gaulle quand il l'a reçu en tête-à-tête le 29 mai 58. Je me réjouirai quand vous serez installé dans ce palais. Il fallait faire vite. La situation en France était d'une gravité exceptionnelle. Il fallait faire vite. Mais vous disiez tout à l'heure très justement que ça a été le dernier journée de la solitude. Oui, parce que après avoir rencontré Coty ce jour-là, De Gaulle a voulu rentrer à Colombey, passer une dernière nuit chez lui et revoir, avait-il dit, revoir ses arbres. Les arbres du parc de la Boisserie. Et il voulait autre chose. C'est d'ailleurs une scène qui existe dans le film que l'on a fait. Il voulait aller se recueillir sur la tombe de sa fille, Anne. Pourquoi ? Parce que cela faisait 10 ans qu'elle avait disparu et
chaque fois qu'il parlait à Anne, eh bien, il retrouvait une force incroyable. Et il avait besoin de cette force-là pour affronter ce qu'il avait à affronter. Il a affronté différentes choses. Il y a eu le référendum sur la Constitution. On a oublié d'ailleurs à l'époque que Michel Debré n'était pas Premier ministre, mais ministre de la Justice. C'est pour ça qu'il a établi cette Constitution. Et n'oublions pas non plus que Michel Debré a été la première victime des chansonniers. Dans la boîte à sel, il est le premier à avoir été la victime de quelqu'un qui parle sur ces images, ce qui a fait scandale. Tout le monde le fait aujourd'hui, mais à l'époque, ça a fait scandale à tel point que la boîte à sel a été censurée. Cette première émission de chansonniers à la télévision avec Robert Roca, Jacques Grélot et Pierre Tchernia a ainsi disparu. C'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé tous ces documents, mais il fallait effectivement que la verve des chansonniers s'exerce contre quelqu'un. C'est tombé sur Michel Debré. Parce que je crois, enfin peut-être que c'est une interprétation abusive, mais je crois que les chansonniers, compte tenu de la période, ne voulaient peut-être pas s'attaquer directement au général. Bon, ils l'ont fait par la suite, mais là, c'était peut-être pas le moment. Michel Debré, c'était parfait. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre ensuite qui l'a attaqué, c'est Henri Tizot avec l'autocirculation qu'on écoute. Compte tenu de toutes les données parisiennes, nationales, internationales du problème. Henri Tizot, premier imitateur du général de Gaulle. À l'époque, c'est tellement interdit qu'on ne parle même pas de son nom, on parle de qui vous savez. Oui, alors ça, cette pudeur un petit peu teintée de trouille quand même. Oui, c'était qui vous savez, mais je crois qu'on a un peu oublié, et puis tout le monde ne le sait pas, mais c'est que le général aimait beaucoup écouter Henri Tizot. Oui. Il trouvait que c'était pas mal, et ça l'avait plutôt amusé. Et en revanche, il a eu cette remarque, c'est que bon, les premiers sketchs sur disque d'Henri Tizot avec l'imitation de Gaulle ont été un énorme succès. Le deuxième, un petit peu moins. Et on l'a dit au général. Et il a eu cette réponse, il a dit « Ah bon, alors Tizot baisse, je vais encore me retrouver tout seul ». Il y avait à nouveau ce thème de la solitude qui revenait par le biais de l'humour, c'est assez drôle. Oui, il avait beaucoup d'humour. Il y a une conférence de presse du 15 mai 62. Il parle de sa succession de Gaulle et il dit « Ce que je crains après moi, ce n'est pas la vie de politique, c'est le trop-plein ». C'est une formule pleine d'humour. Oui, et il faut se souvenir de quelque chose, Jacques. C'est qu'il écrivait entièrement ses conférences de presse. Bon, il se doutait bien des questions qui allaient lui être posées, mais il rédigeait également des réponses à des questions qu'on ne lui posait pas. Oui. Ce qui lui permettait de dire « On m'a posé tout à l'heure, quelqu'un tout à l'heure m'a posé la question, personne ne lui avait posé la question. » Mais il avait appris par cœur, parce qu'on n'a jamais vu, personne n'a jamais vu le général de Gaulle regarder ses notes, jeter un regard sur un dossier devant lui, jamais. Ses discours, comme ses conférences de presse, il les savait par cœur. Donc, vous avez raison, il pouvait polir toutes les réponses avec son sens de la répartie, son sens de la réplique, et disons-le, son sens du théâtre, parce que non seulement il était un grand auteur, mais quel acteur. Il y a un jour où il reçoit John et Jackie Kennedy. À l'époque, John Kennedy dit « Je suis le mari de Jackie ». Et elle dit au cours d'un dîner à De Gaulle « Mais j'ai des origines françaises ». Et il répond « Moi aussi ». Oui. Mais il était fasciné par Jackie Kennedy, De Gaulle, Jacques Santamaria. Oui, il était véritablement, il a été fasciné par Jackie Kennedy, mais moins que l'a été André Malraux, qui lui s'était quasiment tombé amoureux, surtout que Jackie Kennedy a vu quel puits de culture était Malraux, et elle a été fascinée elle aussi. Alors peut-être d'ailleurs que le général en a conçu une certaine jalousie, c'est pas impossible.
Oui, mais Yvonne veillait au grain. Mais en tout cas, De Gaulle, il y a eu des rumeurs qui ont couru sur lui, des liaisons avec des comédiennes totalement fausses. Et on sait maintenant que le coupable, c'était François Perrier, qui s'amusait à lancer des faux bruits dans Paris. Et naturellement, le tout Paris les répercutait immédiatement. Oui, oui, puis c'était quand même tentant d'imaginer tout ce qu'on pouvait imaginer à propos du général et de sa vie privée, bon, qui était, on le sait maintenant, d'une vertu exemplaire, mais il y avait quelques joyeux fabricants de canulars, dont François Perrier, qui s'amusait à inventer les liaisons les plus improbables entre le général et des actrices et même des danseuses. Et puis, il y a eu cette élection présidentielle de 65 au suffrage universel. Il s'est représenté contre l'avis de sa femme, mais c'était le suffrage universel et il avait besoin d'être là. Mais surtout, on a découvert à ce moment-là, je crois que c'est la première en France, l'existence de combines politiques et d'un certain marketing, Jacques Santamaria. Oui, il y a ça, mais vous avez raison d'insister sur une chose. Le général a fait durer le suspense. Il a vraiment fait durer le suspense, puisque le premier tour de l'élection de 65 était prévu pour le 5 décembre 65. Il s'est déclaré candidat un mois avant, le 4 novembre, c'est-à-dire en plus le jour de la Saint-Charles. Mais il a laissé penser que peut-être qu'il fallait qu'il se retire. Après, il a dit non, je ne pouvais pas laisser la France à Mitterrand, c'est pour ça que j'y suis allé. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez noté, c'est le rôle d'Yvonne, qui a fait campagne dès le printemps 65, qui a fait campagne auprès de proches du général pour qu'ils essayent de convaincre de ne pas se représenter. Et elle fait ça depuis 1946. En 1946, quand il quitte le pouvoir, elle est la première à dire il en a assez fait, maintenant je récupère mon mari à la maison. Bon, ça n'a pas marché, il est revenu. En 58, elle essaye de le convaincre de ne pas y retourner, il y retourne. En 65, elle perd la partie à nouveau, il va se présenter quand même. Il faudra qu'elle attende 69 pour récupérer son mari à la maison. Mais on change d'époque, vous avez raison, Jacques. On change d'époque, c'est-à-dire qu'il faut parler autrement aux électeurs, il faut inventer la communication électorale. Notons quand même que le général de Gaulle n'est pas démuni dans cette matière. Il a une habitude du micro, il a assez vite apprivoisé la caméra, et lorsque Alain Perfit lui dit « Mon général, il faut que vous parliez aux Français comme vous nous parlez, il faut… » Bon, il n'était pas totalement d'accord au début. Il dit « Bon, alors, ce que vous voulez, c'est que De Gaulle se montre en pyjama. Il n'en est pas question. » Et puis finalement, il se laisse convaincre parce que… Pourquoi ? Parce qu'il est mis en ballottage. De Gaulle en ballottage, c'est quand même pas rien. Et là, il se laisse convaincre et il y a les entretiens avec Michel Droit, où là, nous avons un De Gaulle au sommet de son art d'acteur et en même temps familier, un peu distant, mais familier et proche des Français, comme les Français l'aiment. Voilà. Et les Français l'aiment, la preuve, ce succès de cette série dont on parle dans quelques instants à travers une autre date, le 9 novembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Santamaria. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Santamaria. 9 novembre 2020, lundi prochain, nous avons les 3 derniers épisodes de L'éclat et le secret, une série que vous avez écrite avec Patrice Duhamel, réalisée par François Vell, qui a été un énorme succès d'audience, je crois 4 700 000 spectateurs lundi dernier. Bon, je pense que le résultat sera aussi bon cette semaine. Et ce succès n'était pas évident et vous avez tenu à cette aventure, Jacques Santamaria. Oui, vous avez raison de le souligner, ce n'était pas évident, mais quand nous avons commencé à réfléchir avec notre productrice, Simone Harari-Beaulieu, quand nous avons commencé à réfléchir il y a maintenant 5 ans,
à ce que l'on pourrait faire pour cette année 2020 et les 3 anniversaires gaulliens qui y sont rattachés. On a imaginé une série, je vous fais grâce de tous les débats autour du nombre d'épisodes et même du nombre de saisons. Bref, nous avons réussi à monter en 6 épisodes cette série. Il ne s'agissait pas de faire un biopic, hein, ni même, et surtout pas non plus, de composer une saga exhaustive de la vie et de l'œuvre de Charles de Gaulle, ce qui, de toute façon, aurait été impossible en 6 épisodes de 50 minutes. On a pris comme principe, comme idée de départ, d'observer comment les événements extérieurs qui appartiennent à l'histoire et qui façonnent de Gaulle sont vécus de façon personnelle, intime, intérieure, familiale. Et c'est ce révélateur, en quelque sorte, que nous traitons, et en donnant, bien entendu, ce qui n'avait pas été véritablement fait jusqu'à présent, en donnant un éclairage sur le personnage d'Yvonne de Gaulle, qui a été un personnage essentiel et non pas, comme on l'a souvent présenté, effacé. Elle était discrète, mais elle n'était pas effacée. Voilà. Alors, le problème, c'est que De Gaulle, lui, était aussi discret, Jacques Santamaria. Comment réunir ces éléments ou comment les imaginer? Alors, bien entendu, quand il n'y a pas de témoins, c'est difficile. Mais de raconter ce que Charles et Yvonne, dans le secret de leur particulier, ont pu se dire. Mais quand même, grâce au témoignage de la famille, grâce au témoignage de proches du général, et notamment Patrice Duhamel avait recueilli auprès de Jacques Chaban-Delmas beaucoup d'informations qui nous ont été très précieuses. J'ai pu moi-même en recueillir auprès de quelqu'un que nous avons bien connu et beaucoup aimé, vous et moi, c'est Marcel Julien, qui a été l'éditeur. Oui. Et qu'il a côtoyé. Ça m'a permis de reconstituer ce qui aurait pu être, ce qui a pu être le dialogue entre De Gaulle et sa femme dans des moments de grande tension historique, et puis dans des moments où l'épreuve cruelle de la vie les marquait. Et je pense bien entendu à leur fille Anne, trisomique, qui ne les a jamais quittés de sa naissance jusqu'à sa mort à 20 ans. Alors, le réalisateur, c'est François Weil, dont les parents sont aussi célèbres, Louis Weil et Frédéric Hébrard, auteurs de nombreux best-sellers de séries télévisées, dont La Demoiselle d'Avignon. Donc, effectivement, il connaît le sujet. Et puis, il a fallu trouver des comédiens. Samuel Labarthe, en De Gaulle, on le recevra demain dans Les Clés d'une vie. C'est quand même étonnant. Alors, il y avait une volonté au départ qui était toute simple, c'était de ne pas confier le rôle du général de Gaulle à un acteur qu'il avait déjà incarné. Bon, alors ça éliminait quelques comédiens. Et puis après, François Weil a fait ce que tout metteur en scène fait sur les propositions de casting. On a fait des essais. On a fait des essais dans différentes tonalités, soit les présences officielles, soit les scènes privées, etc. Et Samuel Labarthe s'est imposé avec une force et une présence qui étaient stupéfiantes. Et ensuite, Samuel, il vous le dira lui-même, mais s'est livré à un travail de recherche sur la manière de parler, sur la gestuelle, sur la manière de se tenir, sur la manière de regarder. Bref, un travail d'acteur consciencieux, complet, qui a été illustré par ces
4 à 5 heures de maquillage quotidien qui ont servi d'immersion dans le personnage. Et j'ai vu, de mes yeux vus, Samuel Labarthe aller vers De Gaulle et De Gaulle aller vers Samuel Labarthe. D'ailleurs, il y a une scène à Colombey, les deux églises, où il est dans les rues de Colombey et une dame a failli s'évanouir, Jacques Santamaria. Oui, oui, mais c'est tout à fait vrai. Ça a l'air d'une anecdote comme ça, mais il y a une dame qui avait passé les 80 ans, qui habite Colombey-les-Deux-Églises. Elle est sortie faire sa promenade. Elle a vu qu'il y avait un petit peu de monde, que ça s'agitait. Elle savait peut-être pas que c'était un tournage pour la télévision. Mais elle voit à un moment donné une grande silhouette habillée d'un grand manteau. Et là, elle a été au bord du malaise, c'est tout à fait vrai. Bon, mais pour dire à quel point c'était ressemblant. Oui, car vous avez obtenu l'autorisation exceptionnelle de tourner à Colombey-les-Églises avec le bureau du général et son fauteuil, Jacques Santamaria. Oui, nous sommes très, très, très reconnaissants à la famille de Gaulle d'avoir pour la première fois autorisé le tournage d'une fiction à la Boisserie, à l'intérieur et à l'extérieur, dans le parc et au rez-de-chaussée, c'est-à-dire dans le salon, dans la cuisine, dans la bibliothèque et dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le bureau du général. Et je dois vous dire, Jacques, que c'était impressionnant. Imaginez d'abord pour l'acteur, à quel point pour Samuel Labarthe ça a pu l'être, de s'asseoir dans le fauteuil du général et de jouer une scène face à un acteur, et pas n'importe lequel, Francis Huster, qui incarne André Malraux, d'avoir cette conversation De Gaulle-Malraux là où elle s'est déroulée réellement. Et c'était très, très, très impressionnant et très émouvant. Alors, il y a aussi quelque chose de très étonnant qui prouve que De Gaulle est toujours d'actualité. Vous avez tourné une scène de la libération de Paris, Jacques Santamaria, à la gare de l'Est, et là, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Oui, il y a toujours des surprises, mais jamais celles que l'on attend. Il y a des grandes surprises dans les tournages. Et oui, on a tourné l'arrivée du général de Gaulle en août 1944 à la gare Montparnasse, au moment de la libération de Paris, quand il arrive, on l'a tourné à la gare de l'Est, avec un nombre impressionnant de figurants qui, bien entendu, acclamaient De Gaulle, acclamaient le général Leclerc, tous ceux de la 2e DB, et puis les résistants autour du colonel Rol-Tanguy. Bon. Mais les indications de base ont été données aux figurants, mais quelle surprise lorsque, au moment de la scène où De Gaulle se décide à aller serrer la main des Français qui sont là, mais on a vu une liesse sincère, on a vu des gens pleurer. Vraiment, ils ont entonné la Marseillaise, c'était spontané. Ils ont entonné la Marseillaise d'une manière naturelle, on ne leur a pas demandé, c'était même pas écrit dans le scénario. C'est un signe. C'est un signe, ça veut dire quelque chose. Je crois, et peut-être aussi que si cette série rencontre son public, comme c'est le cas, je crois que ça veut dire quelque chose, c'est que la nation est à la recherche d'une unité et d'une forme d'espérance qui ne peuvent pas être mieux incarnées que par l'illustre figure du général de Gaulle. Alors lundi, donc, 4e épisode à 21h, il commence ainsi. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, quand fatigué. Le vieux piano de la plage possède. Le générique sont d'images de la douce France avec Charles Trenet qui chante le piano de la plage. Charles Trenet, d'ailleurs, que le général de Gaulle a cité un jour dans un conseil des ministres en disant lorsque nous ne serons plus là, longtemps après qu'on ait disparu. Oui, c'est tout à fait vrai. Et il faut dire une chose, hein, c'est que là aussi, c'est très peu connu, mais le général aimait les chansons et aimait les chansons populaires. Et les opérettes. Oui, et je dois dire que sa petite fille m'a même raconté que
à la boisserie, sur la balançoire. Quand elle était petite, il la poussait sur la balançoire et il chantait quand un gendarmerie dans la gendarmerie. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais Charles Trenet n'est pas là par hasard. Charles Trenet, c'est comme Charles de Gaulle. Les deux Charles sont là. Pourquoi? Ils incarnent la France. Ils incarnent la France. Qui peut mieux, dans le domaine de la chanson, incarner la France que Charles Trenet? Donc là, ce matin de 1958, on entend cette chanson à la radio et on n'entend pas cette chanson-là par hasard. Elle avait été enregistrée 15 jours avant et elle était sortie une semaine avant et la radio la diffusait. Donc l'authenticité est exacte. Alors, ce qui est étonnant aussi dans ce film, Jacques Santamaria, ce sont les lettres intimes et De Gaulle lit ces lettres qui sont des lettres que le grand public ne connaissait pas. Oui, il y a les lettres à Yvonne, il y a les lettres à sa fille Élisabeth et les lettres à son fils Philippe, et puis il y a d'autres lettres qu'on n'utilise pas qui sont à sa famille, à sa sœur notamment, et ce sont des lettres où il se livre véritablement. De Gaulle ouvre son cœur, et moi je suis toujours très très ému quand je lis les lettres à Yvonne, d'abord parce que dans les lettres c'est un tutoiement. Il lui dit ma petite femme chérie, il la tutoie. Il y a un amour qui est si fort, qui est absolument indestructible. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir lu et relu ces lettres, j'ai dit, cette série, bien sûr, elle raconte l'histoire et l'histoire d'un grand homme, mais il faut aussi qu'elle raconte une grande histoire d'amour, oui, qui a duré 50 ans, qui a commencé en 1920, qui s'est terminée en 70, une grande histoire d'amour, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, car Philippe de Gaulle, son fils, a dit un jour que sans Yvonne, donc sa mère, de Gaulle n'aurait peut-être pas fait son parcours. Oui, et il y a une dédicace, la dédicace de ses mémoires de guerre, hein, est très explicite à cet égard. C'est à Yvonne, sans qui rien ne serait arrivé. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose de l'amour profond, de l'amour vrai, qui ne va pas sans admiration entre les deux. C'est magnifique. Et puis on apprend quelque chose, beaucoup de choses dans ce film, mais surtout qu'il adorait, Charles de Gaulle, les œufs à la neige. Oui, mais Jacques, je crois qu'on peut le dire maintenant, le général était gourmand. Oui. C'est-à-dire qu'il aimait bien les plats roboratifs qui tiennent au corps, et il avait, en ce qui concerne le dessert, les œufs à la neige, surtout comme la cuisinière de Colombey les faisait, ça lui plaisait beaucoup. Ça, c'était... Et puis il aimait beaucoup pouvoir prendre ses repas chez lui à Colombey, parce que à l'Élysée, ça lui plaisait beaucoup moins, parce qu'il disait que les plats arrivaient froids, ce qui était vrai, puisque les cuisines étaient à l'époque à l'opposé du palais. Voilà, en tout cas, nous allons savourer, nous, demain soir sur France 2, lundi soir, pardon, sur France 2, la suite et la fin, les 3 derniers épisodes de L'éclat et le secret, qui est un travail remarquable et qui est très suivi. Merci Jacques Santamaria de l'avoir écrit avec Patrice Duhamel. Merci beaucoup, Jacques. Merci, et puis c'est la fin des Clés d'une vie pour aujourd'hui. Demain, nous retrouverons Samuel Labarthe pour encore parler de Gaulle, et puis restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.